Je ne devais pas tourner de vidéo ce soir. Je devais me reposer, je devais regarder la télé, je devais m'occuper de mes ongles, j'étais censée ne rien foutre. Et j'avais pas envie d'attendre d'avoir refroidi le lendemain ou le surlendemain pour me lancer là-dedans. Il s'agit donc du thème de la jalousie. Mais quand je te dis jalousie, c'est jalousie avec un J majuscule, un J magistral. Pas de la petite jalousie qui ressemble à une petite rancœur, un petit désagrément. Non, non, là je te parle de la jalousie qui limite peut te pousser au crime passionnel. Je te parle de la jalousie ravageuse qui fait des dommages juste impressionnants, que ce soit dans la vie des autres ou que ce soit dans ta propre vie toi-même. Et si je me permets d'en parler, c'est simplement parce que je connais le sujet sur le bout des doigts, vu que j'ai moi-même traversé un épisode dans ma vie de jalousie maladive. C'était une période qui a duré de mes 17 ans à mes 20 ans, et ça a été une période extrêmement intense, et je t'expliquerai un peu plus en détail après le pourquoi c'était si intense et comment est-ce que j'ai réussi à me tirer de là. Quand on souffre de cette fameuse jalousie maladive, honnêtement les conseils, on va pas se leurrer, ce sont des conseils généraux, des conseils bidons, des conseils vite faits. Après voilà, on va pas jeter la pierre à tout le monde, chacun fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a, mais voilà, moi je dis pas qu'aujourd'hui je vais être la grande guerrière qui va venir à la rescousse de la plupart d'entre vous, mais si je peux aider 2-3 personnes déjà, ce serait pas mal. Donc quand je parle de jalousie, ça veut dire quoi? Ma jalousie à moi, en fait, c'était une jalousie explosive. Le genre de jalousie où clairement j'étais ultra possessive et je commençais même à devenir violente. J'avais des accès de violence, chose qui me ressemblait absolument pas, que ce soit en amont ou en aval. Donc je commençais à devenir violente et verbalement et physiquement. Je me faisais du mal à moi-même. J'ai souvenir en fait d'un épisode où mon ex-petit copain était parti en boîte du coup avec des amis de son école. C'était sa toute première boîte. Moi aussi je voulais faire ma toute première boîte avec lui. Et finalement on se l'était juré et il avait fait ça dans mon dos en partant avec ses amis. Et je l'ai tellement mal vécu que j'ai fait une nuit blanche. Je suis sortie en extérieur, je suis sortie devant chez moi et j'ai carrément mis des coups de poing sur un trottoir. Je me suis fait les poings, voilà, tronc d'arbre, trottoir, et j'étais juste en furie. Son téléphone, je n'ai pas arrêté d'appeler. C'est-à-dire que pendant des heures ça sonnait, ça tombait en messagerie, pas grave, paf, je refaisais le numéro et j'ai fait ça toute la nuit jusqu'à ce que le téléphone de mon ex-petit copain tombe en rate de batterie. C'est pour dire. J'ai même eu le culot d'appeler ses copains avec qui il était là-bas, dont j'avais le numéro, le contact, parce que je voulais qu'il sorte de là, qu'il rentre immédiatement. Je supportais pas l'idée, si vous voulez, qu'il m'ait fait un coup pareil, qu'il y ait des filles présentes, et surtout qu'il aille dans une boîte de nuit où c'est quand même assez réputé pour être un lieu de rencontre et de séduction. C'était impensable pour moi. Donc même si certains d'entre vous se disent « Ouais, mais Kelly, c'est quand même un peu légitime, quand même. Tu vas pas te cataloguer d'une grande jalouse rien qu'à cause d'un événement pareil. » Sauf que j'avais d'autres casseroles derrière moi, c'est-à-dire que clairement, je voulais qu'il parle à personne. Je voulais qu'il... Enfin, quand je dis personne, c'est-à-dire des filles. Je voulais qu'il parle à aucune fille. Je voulais même pas qu'il soit ami avec des copains qui auraient pu eux-mêmes fréquenter des filles ou qui avaient un peu une tendance de Don Juan ou je sais pas trop quoi, parce que je voulais pas qu'il tombe là-dedans. Voilà, je voulais être la seule, l'unique. Et je me rappelle même que lorsqu'on était à Las Vegas, on avait fait un voyage ensemble. À Las Vegas, je voulais tellement pas qu'il regarde les autres nanas que je lui disais « Tu regardes le sol quand tu marches. Tu regardes le sol quand tu marches. » Et même que le karma s'était retourné contre moi, parce qu'il regardait le sol du coup, et au sol vous aviez plein de genres de petites cartes, genre les vignettes Panini avec des femmes nues. Donc en fait, je me suis fait prendre à mon propre piège, c'était comique, avec le recul c'était comique. Donc oui voilà, finalement il y a vraiment pas de quoi être fier d'un caractère pareil et d'une attitude pareille. On est bien d'accord que ça relève du n'importe quoi, c'est carrément de la psychose là. Et c'est vrai que j'ai eu le temps du coup de me poser la question, mais quelle mouche t'a piqué à cet instant T de ta vie? Pourquoi est-ce que tu n'as jamais été comme ça ni avant ni après? Pourquoi est-ce que c'est à cet instant précis que tu as développé cette espèce de jalousie? Et donc avec le fameux recul, j'ai relevé 2 facteurs essentiels qui à mon avis ont été à l'origine de l'influence de cette grosse dérive. Et ces 2 facteurs finalement c'est toujours les mêmes. À chaque fois que je vous raconte des anecdotes de ma vie, mon histoire ou quoi, je me rends compte que je dis toujours les mêmes choses, mais à croire que vraiment je ne me trompe pas, vu que c'est ces événements qui ont l'air peut-être de rien vu de loin, mais qui m'ont vraiment marqué. Déjà c'était mon rapport à l'amour et aux filles, aux autres filles.
Je rappelle que lorsque j'étais au collège, j'avais une très bonne copine, ma meilleure copine, voilà, ma meilleure amie, qui était radicalement différente que moi. Elle faisait tourner la tête à tout le monde, elle était très femme, très affirmée, très assurée, elle avait un charisme de dingo, et moi j'étais un petit peu la renfermée sur elle-même. Je brillais pas suffisamment à côté, ça c'était clair et net. Et le problème, c'est qu'elle faisait aussi tourner la tête de mes petits copains quand j'en avais, donc j'ai pas eu masse de petits copains à proprement parler. Mais j'ai souvenir de peut-être 2-3 relations en tout cas. Et c'est-à-dire que même quand j'étais avec des personnes où que quelque chose allait se concrétiser, cette amie avait besoin de se prouver que, en fait, elle pouvait avoir qui elle veut, qu'elle pouvait mettre qui elle voulait dans sa poche. Et même quand c'était censé être pour moi, elle se mettait toujours au milieu pour essayer de tourner la tête du coup des garçons qui s'intéressaient à moi. Donc c'était même pas dans le but finalement, c'était même pas qu'on était toutes les deux intéressées par les mêmes garçons. Elle le faisait même avec des garçons qui l'intéressaient pas. Son but, je viens de le dire, c'était juste de se prouver en fait qu'elle pouvait tourner la tête. D'ailleurs, elle se qualifiait elle-même d'allumeuse. Voilà. C'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi parce que déjà que t'existes pas ou peu dans ta relation amicale, au collège et tout ça, quand tu te recherches un petit copain en général, voilà, c'est que le gars vraiment il a fait une fixette sur toi, c'est que vraiment ça se passe entre lui et toi, et il n'y a pas censé avoir de facteur, si vous voulez, en périphérie. Sauf que moi j'avais toujours cette amie en satellite autour du petit copain en question et de moi-même, et malheureusement ça faisait un genre de triangle quasi amoureux, où j'étais quasiment sûre de finir perdante coûte que coûte. Donc ce que je veux dire, c'est que du tout début où j'ai commencé à faire des relations amoureuses, voilà, dès le départ de mes premières expériences, j'ai eu des difficultés à avoir une relation exclusive. Et c'était assez difficile à vivre, sur le moment certes, mais quand tu regardes en arrière et que tu vois des années plus tard en fait que tu y penses toujours et que tu es encore là-dedans et que tu es limite obsédé en fait par cette partie de ta vie, c'est là que tu comprends qu'en fait, t'as vraiment été impacté psychologiquement parlant. Donc cette amie, après, elle a arrêté l'école, tout ça, moi je continuais mes études, mais dites-vous bien que même quand elle n'était pas là et que je cherchais à faire des petits copains, j'avais toujours, si vous voulez, ma peur, ma hantise, qu'elle ressurgisse d'une façon ou d'une autre sur Facebook ou lors d'un de mes rencarts, qu'elle demande à me voir et que moi je sois avec mon petit copain, ou qu'un jour elle demande à me voir, qu'elle me demande qu'est-ce qui se passe dans ma vie, que je lui dise j'ai un petit copain et qu'elle me dise je veux le rencontrer. Il faut que je recontextualise aussi quelque chose, c'est que à cette époque-là, je me trouvais très laide. On me l'avait d'ailleurs souvent dit, que ce soit au lycée, de temps en temps à la maison, on se moquait un peu de certaines choses aussi sur moi. Donc j'étais dans une période où j'étais en train de me construire, mais j'étais en train de me construire sur l'idée que j'étais pas quelqu'un de plaisant, que j'étais pas quelqu'un de beau. Et pour se détacher d'une idée pareille, je peux vous garantir qu'il faut vraiment limite un miracle. Donc imaginez, quand j'ai réussi à dégoter mon tout premier petit copain longue durée, celui justement avec qui j'ai été sauvagement jalouse, donc ce fameux premier vrai petit copain qui m'a aimée pour moi, pour Kelly, pour celle que j'étais, et pas simplement d'essayer d'être avec moi pour se rapprocher de ma copine ou quoi que ce soit. Là, on avait coupé les ponts avec cette meilleure amie, justement, donc c'était vraiment quelque chose que j'avais réussi à obtenir par mes propres moyens et par rapport à ce que je représentais moi-même. Donc ça aurait dû être gratifiant en fait. Sauf que même pas en réalité, moi je prenais ça pour quelque chose d'illégitime. En fait, le sentiment que j'avais, si vous voulez, c'était d'être une imposture, de pas mériter d'avoir ce que j'avais eu, de ne pas mériter ce garçon, de pas mériter d'en être arrivé à réussir, à choper, moi je dis comme ça, mais voilà, à choper un petit copain qui me plaisait. Et même à l'époque où il me disait qu'il me trouvait belle, qu'il me trouvait jolie, moi j'avais tendance à penser dans ma tête, ouais, tu dis ça parce que t'as encore jamais rencontré mon ex-meilleur ami, quoi. Voilà, j'étais sûre en fait que c'était la plus belle fille du monde, que c'était vraiment, que personne ne lui arrivait à la cheville. Et pour moi, de tout ce que j'avais vu et entendu dire aussi, j'étais certaine que si jamais mon petit copain la rencontrait, il allait me tourner les talons pour aller avec elle. Et là où c'était paradoxal aussi, c'est que d'un côté, je me nourrissais de tous ces compliments qu'il me faisait. Il n'était pas avare au début en compliments, donc je me nourrissais de ça. Et d'un autre côté, j'avais vraiment du mal à trouver ces paroles sincères. Pourquoi est-ce que je réagissais comme ça en fait ? Simplement parce que j'étais quand même, malgré tout, un peu lucide. J'étais lucide sur les choses. Je me suis jamais raconté d'histoire en fait. Je savais que je ne faisais pas partie de ces canons de beauté. Je vous parle de ça il y a
une éternité en arrière, j'avais conscience en fait que je collais pas avec l'image des canons de beauté. J'étais petite de taille, j'étais pas très bien proportionnée. Ce que je veux dire par pas très bien proportionnée à mes yeux, c'est que j'étais relativement mince, mais j'avais du ventre et des poignées d'amour. Voilà, t'es comme une tige, mais t'as du ventre et des poignées d'amour. J'étais ado, j'avais peut-être le physique un peu plus ingrat qu'aujourd'hui, donc les traits n'étaient pas les mêmes, c'était pas la même finesse. Donc voilà, je me trouvais vraiment pas belle. Et ce qui m'intéressait en fait, c'était bien sûr des garçons que je considérais comme étant inaccessibles, mais ceux-là ne me regardaient même pas. Et c'était quel genre de filles finalement que ces garçons-là regardaient? C'était les filles qui répondaient aux critères des canons de beauté. Et ces mecs-là, en fait, qui se savaient très beaux, qui avaient quand même une certaine sorte d'assurance en fait qui portait sur eux, ces gars-là, ils étaient capables de devenir doux comme des agneaux au contact de ces filles qui répondaient aux canons de beauté. Tandis que quand ils étaient au contact de nanas comme moi, ils cachaient pas leurs défauts, ils essayaient pas de faire des petites mimiques séduisantes ou quoi. Non, c'était le relâchement des plus total, et puis je te calcule pas et je deviens même désagréable. Donc voilà, moi j'étais habituée en fait à ce genre de mec. Quand on est adulte, c'est un aspect qui s'estompe un petit peu, et heureusement. Bon, après il y a toujours des exceptions, mais c'est quand même un aspect qui s'estompe. Tandis que quand vous êtes au collège et même encore au lycée, il y a tellement d'inégalités, si vous voulez, qui passent uniquement par le physique et par l'apparence, c'est terrible. Et ça, je réalise en fait avec les années que j'en ai un peu plus souffert que ce que je pensais. J'avais conscience que les belles filles, elles avaient du pouvoir sur les mecs, et je n'en croyais même plus à l'amour sincère, parce que j'avais tellement cette hantise, je vivais dans la peur, je vivais dans la crainte qu'une autre en fait soit capable de tourner la tête à mon mec, parce que pour moi, j'avais juste de la chance de l'avoir, et il fallait que je dise merci, il fallait que je m'estime heureuse, parce que limite je méritais pas ce que j'avais entre les mains. C'était inespéré, c'était genre, le gars en fait ne devait pas se rendre compte qu'il n'était pas avec la bonne fille, il n'était pas avec celle avec qui il aurait dû être. Je le vivais finalement ce couple comme un genre de concours de circonstances, alors que honnêtement dans le fond je sais qu'il y avait de l'amour, je le sais qu'il m'aimait, je sais que quand il était plein de compliments et de bonnes attentions envers moi, je sais que c'était sincère, mais j'avais du mal, si vous voulez, à l'accepter et à le valider à 100%. Du coup, cette jalousie à l'époque, elle était due à quoi? Elle était due à un manque de confiance, de mauvaises expériences déjà d'une part, mais un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, un manque d'amour propre aussi certainement, beaucoup d'insécurité, de l'anxiété. L'état anxieux a tendance à aggraver ce genre de problème, de jalousie, et la possessivité. Voilà, le fameux cocktail de la mort. Et donc, un jour, épuisée, exténuée par toutes mes crises de nerfs, mais je me suis mise à plus supporter de vivre dans la crainte, à ne plus supporter de vivre dans la peur. Et j'ai décidé de libérer tout le monde, de crever ce putain d'abcès. Et j'ai pris la décision de quitter ce garçon. Donc dans un état de jalousie extrême, je précise. C'est-à-dire que limite même je l'avais menacé et je lui avais dit je te quitte. Mais il est hors de question que tu refasses ta vie avec une autre fille. Il est hors de question, hors de question. Ouais, au début, peut-être, je le voyais un peu comme ça. Au début, après, je me suis très vite raisonnée. Vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer comment. Mais, grosso modo, voilà, il fallait couper, il fallait arrêter. J'avais envie de changer. En fait, si vous voulez, je m'étais permise beaucoup trop de choses sur ce garçon. Pour passer l'éponge et repartir de zéro, c'est impossible. Il y a des fois où ça peut être un peu possible quand on n'a pas dépassé de grandes limites, mais quand les grandes limites ont été dépassées et encore, c'est juste trop tard pour récupérer quoi que ce soit. Parce que vous avez montré le pire de ce qu'il y avait en vous, ça vous a rendu moche. Parce que comme je le disais, se mettre à respecter du jour au lendemain quelqu'un que tu as tellement maltraité, c'est impossible. Franchement, même pas je pourrais vous le conseiller. Et en le quittant, du coup, la première des choses que je me suis dite, c'est plus jamais ça. Il était absolument plus question de donner davantage de force à ce monstre qui vivait en moi, et je me suis promise à cet instant précis que si demain j'étais censée revivre une histoire d'amour, il fallait qu'elle soit saine, avec des bases vraiment saines, et je voulais radicalement éliminer cette grosse jalousie de ma vie. Et l'une des premières choses du coup que j'ai compris pendant ce déclic, c'est que jamais, au grand jamais, je n'aurai le contrôle sur des tierces personnes. Quand on est jaloux maladif comme ça, en principe, on contrôle à l'extrême notre partenaire. C'est déjà une très mauvaise chose, mais avoir l'audace de croire, en fait, la mégalomanie de croire qu'on va être capable carrément d'avoir le contrôle sur toutes les autres nanas environnantes, c'est de la folie, ça relève de l'illogisme. On ne peut rien y faire, voilà, si on continue à résister, à vouloir se battre contre ces facteurs extérieurs, en fait, mais c'est une guerre sans fin, combat éternel, mais qui a suffisamment de force, en fait,
pour mener un combat éternel comme ça. C'est vivre dans l'insécurité, c'est vivre dans la peur tous les jours. Et du coup, quand tu te comportes comme ça, avec ton agressivité, et que t'es sur la défensive pour tout et pour rien, eh ben, tu t'enlèves du charme. Une femme stressée, une femme jalouse, une femme envieuse, une femme même difficile à vivre, mais ça n'a rien d'attirant. Comment est-ce qu'on peut avoir la prétention de penser qu'on peut attirer et garder de bon cœur en fait un homme avec toutes ces caractéristiques? Le gars, s'il reste, c'est juste parce qu'il est pris au piège, il reste par la trouille, il reste plus par amour à un moment donné. Pour donner justement cette impression de femme fatale, de femme sûre d'elle, eh bien, il faut simplement se poser avec du recul et analyser la situation. Et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à croire en toi, basé sur certains points essentiels. Et déjà pour commencer, j'ai réussi à comprendre, à emmagasiner le fait que tout ça, c'était pas une histoire de beauté, c'est pas une histoire de physique et d'apparence. Ouh, bien au contraire. Parce que je pense qu'on a tous déjà croisé dans notre vie une nana qui était pas forcément, qui répondait pas forcément aux critères des canons de beauté de la société et qui pourtant avait genre une énergie et un charisme de folie et qui arrivait à avoir tout ce qu'elle voulait, juste de parce qu'elle représente, parce qu'elle incarne. Et c'était pas une histoire donc de beauté. Et le jour où tu réalises ça, qu'en fait les femmes qui sont pas forcément les plus belles peuvent avoir le même résultat que des femmes qui sont très belles, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui sur cette terre peut avoir sa chance en fait. Et c'est plutôt intéressant vu comme ça. Et puis aussi avant, quand j'avais ce petit copain entre les mains, j'avais genre l'impression, si vous voulez, aussi d'avoir quelque chose d'irremplaçable. Pour moi, c'était si jamais je ne l'avais pas lui, mais je pourrais jamais plus en avoir un autre aussi bien après lui. Jusqu'à ce que je le quitte et jusqu'à ce que j'en trouve un autre encore mieux, puis un autre encore mieux. C'est un peu tabou, c'est un peu délicat d'ailleurs d'avouer ça, mais clairement, même si tu es transi d'amour pour une personne, si demain cette personne, tu ne dois plus partager ta vie avec, ça veut pas dire que ta vie est gâchée à tout jamais. Le croire, en fait, ça démontre d'une immense immaturité amoureuse, ou en tout cas d'un manque d'expérience. C'est malheureux, mais oui, tout le monde peut se faire remplacer dès demain. Pourquoi? Parce que la nature, elle est bien faite. La nature, elle va pas te confronter à une situation compliquée comme ça, où t'es sur le fil du rasoir toute ta vie. Non. Dans la vie, t'as plusieurs types de possibilités, t'as plusieurs routes, plusieurs chemins qui s'offrent à toi, c'est des choix multiples. Et quelque part, tant mieux, parce que ça permet de retomber sur nos pattes. Vous imaginez? T'échoues à ta première relation, ta seule et unique relation, et t'es condamné à être malheureux toute ta vie. Ça, c'est des concours de circonstances. Ça veut pas dire que ça va se répercuter systématiquement à chaque rupture. C'est pas vrai. Faut aussi, je pense, accepter l'idée que tout ça, c'est qu'une illusion. Que ça se passe là-dedans, dans notre tête. Et que ce qu'on pense être réel n'est pas vraiment réel. Parce que toi, par exemple, quand t'es transi, folle d'amour pour ton petit copain, que tu n'as Dieu que pour lui, que t'es focus on, ça te viendrait peut-être pas à l'idée, en fait, d'aller reluquer d'autres mecs et d'aller penser à d'autres mecs. Donc si toi, en pratique, t'es capable de le faire, t'es quand même pas un cas unique et isolé, hein. T'es pas le nombril de cet univers. Si toi, t'es capable de le faire, dis-toi qu'il y a des milliers, si c'est pas même des millions d'autres personnes qui en sont tout aussi capables que toi. Et c'est pas si rare que ça. Surtout, c'est pas si rare. Donc, laisse le bénéfice du doute. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, accepte. Si quelqu'un te dit que t'es belle, accepte. Te pose pas la question, décortique pas à te demander est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce qu'il est pas en train de mentir, mais est-ce que je le mérite vraiment? Simplifie-toi la tâche. Je t'aime? Oh, merci, moi aussi. T'es belle? Oh, merci, toi aussi. Le vrai remède contre la jalousie, ça reste l'harmonie. L'harmonie entre ton corps, ton esprit. L'autre idée qui est à accepter, c'est que finalement, quoi que tu fasses, c'est-à-dire que même si tu essaies de te battre, d'être la plus belle, si voilà, tu es en quête pour être vraiment the number one, la plus belle, la meilleure en tout, dis-toi que même en te tuant à la tâche, un beau jour, tu tomberas toujours sur quelqu'un qui sera mieux que toi, que tu trouveras mieux que toi. Pas qu'il le sera en réel, mais que tu trouveras mieux que toi. La concurrence, qu'on le veuille ou non, c'est un truc qui a existé, c'est un truc qui existe, et c'est un truc qui existera encore pendant... je sais pas. Et tu pourras jamais l'effacer juste parce que tu es bien pomponné et que tu as bien pris soin de toi. Par contre, ce qui marque les esprits, c'est le tempérament, la personnalité. Et oui, sourire, ça rend belle. Être heureuse, ça rend belle. Être calme, respectueuse, ça rend belle. Être un brin excentrique aussi, ça rend belle. Et être spontané, ça aussi, ça rend belle. Et regardez tout ce qu'il y a à disposition, autre que le physique, en fait, il faut exploiter toutes les pistes qu'on a. Il y a tellement de façons d'être exceptionnel, d'être unique. Mais alors, le best of the best, peut-être le plus difficile pour une jalouse, c'est que le fait de dire des autres femmes qu'elles sont belles,
ben ça la rend encore plus belle. Tu l'as pas vu venir celle-là. Et oui, ça rend belle de dire que les autres sont belles. Tout dépend de la façon dont tu vas le dire évidemment, mais si tu le dis souriante, décontracte, très à l'aise, mais t'as pas idée du pouvoir que ça a dans la tête d'un homme ça. Parce que le gars, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va te voir comme ça, il va voir une très belle femme, donc lui il va se dire waouh, belle. Et si toi à côté, t'es là, bah ouais, pas mal, franchement, pas mal du tout. J'ai rien à dire. Et ben là, tout à coup, c'est ta réaction finalement qui va plus attirer son attention que la dite belle femme. Et là, d'un coup, bizarre, elle est pas jalouse, elle la complimente. Mais qu'est-ce que ça cache ça? Elle a pas l'air effrayée par ce type de missile. C'est qu'elle doit mettre la barre encore plus haut que ça. Putain, je suis curieux. Et là, le gars, tu le fascines en fait, tu le fascines. Et voilà comment tu peux évincer, entre guillemets, avec la grande classe, les filles qui pourraient te faire concurrence. En réel ou dans l'imaginaire en tout cas. Parce que sachez une chose, c'est que vos peurs montrent clairement les limites que vous avez. Si vous faites une crise pour la première nana du coin venue, ça montre que vous avez vraiment des limites assez faibles, que vous avez vraiment peu d'estime pour vous, vous avez vraiment peu de choses à fournir, vous allez être assez pauvre en fantaisie à amener dans une vie. Voilà, vous allez avoir très peu de piment. Si un rien vous fait peur, si un rien vous enfade, ça part déjà assez mal. Votre partenaire, il va le sentir, il va le voir de suite ça, hein, et ça fait pas rêver, sincèrement. Indirectement, vous allez lui mettre dans la tête que les autres sont plus fun, les autres vous font peur parce qu'elles sont plus fun que vous. À un moment donné, le gars il va finir par y croire, il va même penser qu'il, lui, le pauvre, mauvais choix, il est condamné avec vous, alors que ça a l'air d'être plus fun ailleurs, vous-même vous le dites. Vous prenez le risque de le rendre curieux d'un ailleurs à terme. Aujourd'hui, moi ce que je me dis dans ma relation, c'est, je l'ai déjà dit 20 fois mais tant pis, c'est on est tous les deux majeurs, tous les deux vaccinés, tous les deux éclairés, lucides et libres de nos actes. On se connaît suffisamment pour savoir ce que l'un attend de l'autre, donc on va pas s'infantiliser toute la vie. On a posé les bases une bonne fois pour toutes, on le sait, on n'a pas besoin de remettre ça sur la table tous les jours. Vois qui tu veux, parle à qui tu veux, mais par contre, gère-toi correctement. Bon, après, sans entrer dans la menace, faut juste lui faire comprendre qu'il s'expose à des risques de rupture si jamais il fait vraiment la connerie. Je pense qu'il faut pas être excessivement rigide, voilà, on peut des fois faire des conneries, mais bon, toute mesure gardée les conneries, mais il peut y avoir de temps en temps des maladresses, c'est pas pour autant qu'il faut dire bye bye, quoi, il faut pas être à ce point-là. Mais cela dit, je conseille d'être assez ferme sur les règles de base, les règles élémentaires, parce qu'il faut quand même rester crédible et décourager les tentatives de trahison. Mais la récompense en parallèle, ce sera d'être apaisé et surtout de rester avec une humeur la plus stable possible. Parce que être de très bonne humeur le lundi, être détestable le mardi, redevenir de bonne humeur le mercredi, c'est juste invivable en fait de vivre sur une dent de scie comme ça. C'est vraiment détestable à vivre pour le partenaire, vous le mettez pas du tout en sécurité, il est pas sécurisé. Là vous allez lui coller des insécurités parce que le matin il va se lever et il va se poser la question en fait dans quel état elle va être aujourd'hui, comment ça va se passer. C'est pas une question qu'on est censé se poser quand on se lève le matin. C'est affreusement difficile, mais dès qu'il y a une violence émotionnelle en amour, on peut plus dire que ça s'appelle de l'amour. L'amour, vous savez, c'est aussi le respect. Si vous vous insultez, si vous vous frappez, si vous vous provoquez tous les jours et sans limite, c'est déjà très mal engagé. Parce que le vice, en fait, c'est que plus on se permet de choses, plus on s'en permettra au fur et à mesure. Ça ira de plus en plus loin. Et la finalité, c'est comme je le disais en tout début de vidéo, j'ai évoqué le crime passionnel. Ça, c'est quelque chose de absolument terrible, c'est tuer parce qu'on croit être de l'amour, par possessivité, par folie, par furie même. Donc personne ne va en arriver là, bien entendu, c'est pour ça qu'il faut regarder la vidéo. Donc le conseil à retenir, c'est donne-toi les moyens en fait de devenir la meilleure version de toi-même. Ne cherche pas à imiter Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline, ça sert à rien, ça c'est gaulé d'avance. Tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Donc focus on sur toi-même. L'autodiscipline, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut se respecter, il faut avoir une ligne de conduite. C'est pas sous prétexte « Ah vas-y, c'est moi, je peux tout encaisser juste parce que c'est moi ». Non, respecte-toi. T'es pas obligé de t'infliger tout ça en fait, hein, juste parce que c'est toi. Je sais encaisser. Eh ben arrête de savoir encaisser. Donc établis une liste de ces choses en fait qui ont besoin de changer chez toi ou de ces choses que ça te ferait plaisir de changer chez toi. Une coupe de cheveux, un régime, j'en sais rien, peu importe, hein, t'es même pas obligé de passer par là. Avoir plus d'humour, plus de conversation, ça compte aussi en fait. Et à chaque fois que tu réussiras à gravir une petite marche après l'autre, tu te sentiras de mieux en mieux. Et plus tu vas te sentir mieux, plus tu changeras d'attitude et de comportement, de tempérament. Et plus tu changeras de tempérament,
tempérament, et plus ça te rendra service. Voilà, c'était une longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à certaines de vos problématiques. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous prie de venir le faire s'il vous plaît. Un gros bisou pour vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.